William Gomis rencontre Jean Silva ce week-end. Brian, je vais pas passer par quatre chemins. Ma vision de ce combat, c'est à la fois un bourbier pour Gomis, mais aussi totalement à sa portée, et je vais développer ça dans mon analyse. Bienvenue sur cet épisode du Game Plan, et avec Brian, on voulait vraiment analyser ce superbe combat qu'on vous présente via unibet.fr. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme toujours, si vous voulez parier avec les meilleurs codes, ça se passe via Unibet. Et si vous le faites, s'il vous plaît, faites-le avec un esprit ludique, de manière raisonnée. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 €. Bon, justement, Brian, Unibet t'appelle et te demande d'émettre les cotes de paris de ce combat. Qu'est-ce que tu donnes? J'aurais donné, tu vois, genre au départ 50-50, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment tous les deux des chemins pour la victoire, Ouais. en fonction de qui prendra, qui prendra un petit peu l'ascendant, la direction du combat. J'aurais quand même tendance, c'est compliqué. J'aurais tendance à mettre un 55-45 à Gomis. Mais comme c'est au Brésil, non, pour moi, ça reste dans la cage. Il n'y aura pas d'avantage ou tout comme ça. Mais sur une décision, c'est vrai que des fois, le public peut interférer. Enfin, interférer, ouais, on peut dire ça comme ça. Tu vois, l'ambiance de la salle, les juges et tout, des fois, je me pose cette question-là. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a des études là-dessus. Je crois qu'au foot, il y avait des études qui disaient ouais, les équipes qui jouent en rouge sont souvent un peu défavorisées parce que tu sais, le rouge est une couleur plus agressive et donc ça pousse plus l'arbitre à. Je pense que j'ai peut-être complètement des bêtises avec ça, mais chaque élément peut influer. Moi, je pense vraiment que genre ta musique d'entrée peut influer un juge parce que le juge dit elle est cool cette musique d'entrée et inconsciemment ça peut jouer sur des petits détails. Donc je suis d'accord avec toi. Je regardais, c'était dans quelle vidéo que j'ai vu ça sur l'UFC, comment on appelle ça, tu sais, les vidéos de la semaine là, avant les combats là. Embedded ou Embedded. Il y avait un Embedded et il suivait un combattant qui allait à l'Apex regarder les combats de l'Apex quand Morgan a combattu. Et ça filmait pendant le combat de Morgan parce qu'il suivait je sais plus qui était. Je me demande si c'était pas Justin Gaethje. Okay. Le dernier adversaire de Morgan, c'est un gars qui s'entraîne avec lui, tu vois. Okay. Et en fait, la caméra, donc elle est à l'extérieur, et tu te rendais compte de l'ambiance de l'Apex, tu vois. Que des Américains, que des invités et tout. Et j'étais en train de me dire que t'es juge là-dedans, t'as tout le monde qui est en train de supporter l'Américain et tout, c'est tout petit, c'est un peu familial comme ça. Je trouvais que ça pouvait vraiment influencer sur les décisions des juges. Ouais, je pense que inconsciemment, quand tu entends tout le public qui fait waouh, quand il y a une action, t'es un peu là genre attends, qu'est-ce qu'il vient de se passer? Et je vous invite vraiment à regarder, c'était vraiment pendant l'Embedded où il y a ce passage-là et je me disais comment tu peux être juge dans un truc aussi petit avec autant d'Américains, autant de gens et pas être influencé, tu vois. T'arrives, le truc est serré et tu vois, tu te dis ça peut aller à l'un comme à l'autre, mais voilà, pour le public, tu vois, c'est une des propositions de Joe Rogan, hein, c'est d'avoir 2 juges en plus, backstage, sans son, avec vue sur caméra. Et je trouve que l'argument, il tient la route. Et pour autant, je suis vraiment, j'essaie toujours de prendre du recul sur les juges, sur leurs décisions et pas rentrer dans des trucs, ah ouais, c'est normal, c'est local, il va être influencé. Mais pour autant, quand j'ai regardé cet MBT, de l'ambiance qu'il y avait, je me suis réellement posé la question de l'influence que ça pouvait avoir. C'était tellement cosy, familial et tout, t'as les gens presque, ils viennent te taper dans le dos, tu vois, je me dis, mais tu peux pas être neutre là-dedans. Ouais, enfin, moi, en tant que coach, sur un coin de table, quand il y a un juge à côté de moi, j'hésite pas à gueuler de temps en temps quand mon combattant fait du bon taf.
Ouais. Je pense vraiment que ça peut avoir son influence, quoi. Mm. Écoute, j'aime bien ce que tu as dit, que tu partais du 50-50, que Mm. tu as envie de pencher du côté Gomis. Moi, j'ai fait le chemin inverse. Je pars dans 50-50 et je me dis, OK, enfin, toi comme moi, on n'aime pas donner en pur 50-50. Et donc, si je dois me positionner d'un côté, je mettrais plutôt Jean Silva en mode léger favori, à 55-45. Donc ça, je pense que ça va plaire à pas mal de l'audience qui trouve qu'on favorise toujours les Français et qu'on est biaisé. Ben, voilà, un peu de, un peu de penchement de l'autre côté. Ok, bah j'ai hâte d'entendre tes arguments. Parce Ça que moi, marche. j'avoue que le 50-50, c'est plus parce qu'il est local et tout, mais je vois 55-45 Gomis, voire même, je pense même plutôt un peu plus Hmm. favori, tu vois. Ok, ouais, ça va être une Mm. discussion intéressante. C'est plutôt rare qu'on ait, allez, en général, on est toujours du même côté et s'il y a un écart, c'est plus de 5%. Donc là, on est plus sur du 10% d'écart. Donc la discussion va être intéressante. Avant de rentrer là-dedans, toujours les forces et faiblesses, on va commencer par décrire celui que le public français connaît moins, évidemment, Jean Silva. 12 victoires, 2 défaites en professionnel. 9 de ses victoires sont par KO. Il est à 1-0 à l'UFC. Il est rentré via le Dana White Contender Series où il avait gagné son combat à la décision. Moi, je l'ai décrit comme ça. Donc, c'est un burst combo fighter puissant et précis. Donc, il travaille en burst. C'est quelqu'un qui a allez, il accélère, il ralentit, il accélère, il ralentit, il accélère, il ralentit, il explose. Ça frappe fort et je le trouve assez précis dans ses combinaisons. Il est assez petit pour la division et il a une approche Gastelum sur la distance. Gastelum qui est également très petit pour sa division en middleweight, c'est-à-dire qu'il se positionne à une distance où ni l'un ni l'autre peuvent se toucher. Donc face à quelqu'un de plus grand, il va pas traîner à la distance où le plus grand peut le toucher et lui ne peut pas toucher. Et qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque que même le plus grand doit faire un pas vers lui pour pouvoir le toucher. Et quand ça arrive, il va souvent à l'encontre. Donc le plus grand fait un pas pour arriver à la distance où lui touche sans se faire toucher. Et Jean fait un petit pas vers l'avant où les deux peuvent se toucher et c'est là où il va combiner avec un beau contre. Ou alors il est très explosif, donc de temps en temps il va juste engager lui-même et rentrer encore une fois dans cette distance où les deux sont capables de toucher. Il a un côté provocateur comme ça, mais intéressant. C'est pas dans l'exagération, il le fait intelligemment. Il va provoquer, ça va un peu sortir l'adversaire du flow du combat ou du tunnel vision et à ce moment-là il va attaquer. Il l'a fait au Dana White Contender Series, il l'a fait dans ses débuts à l'UFC. Une petite provoque, tu vois, il écarte les bras et puis il accélère. Enfin, ça paraît bête, mais ça me semble être des éléments qui peuvent perturber. Et je le vois comme une boule de nerfs. Donc ça va être intéressant pour la partie game plan, mais je le vois comme un sanguin impulsif. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. Ok. Sur l'aspect psychologique, moi j'ai rien noté. Ouais, je te rejoins. Droitier, capable de changer de garde. Capable de changer de garde, capable enfin voilà, il a une bonne compréhension de la garde ouverte, de la garde fermée. Oui, j'ai noté qu'il était très puissant. C'est vraiment plus un profil striker avec, comme tu l'as dit, un peu une karaté stance, donc vraiment une garde type karaté. Garde haute, alors high guard, donc c'est-à-dire que quand il va y avoir les frappes, il va aller sur des covers, tu vois, sur les kicks. Ça va être aussi intéressant à discuter pour ce combat. Exact. Je trouve patient. Donc effectivement, tu parles de burst, donc il va changer les rythmes. Et ça, c'est vraiment intéressant sur des profils explosifs parce que ça leur permet de pouvoir recharger un peu les batteries avant d'exploser à nouveau. Pour autant, sur ces derniers combats, je trouve que l'opposition... Alors si, quand il a fait Dana White Contender, c'était un bon adversaire, tu vois. Ouais. Par contre, ses débuts à l'UFC, c'est un style qui lui convenait parfaitement pour s'exprimer. Ouais. C'est correct de dire ça, Ouais. Ouais, il va mettre de la pression légèrement. Des bons réflexes en lutte, mais il ne veut pas aller au sol, hein. Clairement, il peut mettre au sol, il se relève directement, il n'y en a rien à faire. Grand Islava, ouais. Et puis oui, comme tu l'as dit, un bon finisher. Moi, j'aime vraiment bien ce type de profil de combattant. J'aime vraiment bien. Je trouve que c'est chouette à regarder, ouais. Je pense que l'UFC sur ce combat-là, oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un peu un bourbier. Je pense que l'UFC lui donne un adversaire plus coriace que son adversaire précédent. Et c'est un très bon test pour lui sur le sol brésilien.
Mais je pense que c'est un test qui va être compliqué parce qu'en face, on a un gars qui est pas là qui est là pour monter, tu vois. Qui est là pour prendre son temps, tu vois. Ça fait 8 ans sans défaite. Et ouais, 8 ans sans défaite, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et puis oui, il est là, il espère un jour prendre le KO, mais je pense qu'il viendra pour prendre la victoire. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est lui qui aura l'avantage sur ce combat-là. Clairement, Gomis, moi j'avais noté, il est patient, il est là pour gagner en priorité à la décision. Et ça, nous, on aime bien chez Fight Minds. Donc on sait qu'il est fort critiqué pour ça. Nous, on va vraiment pas le critiquer pour ça. Il prend ses victoires et s'il y a un finish, tant mieux. Mais le plus important, c'est de gagner. Il est encore jeune, il n'a pas besoin de se propulser vers les sommets avec des highlights. Il est capable de highlights, vraiment. Il est capable. De toute façon, il a des highlights. Il en a quelques-uns. Avant l'UFC, tu vois. Mais... Ouais, et puis il essaye. Dans chacun de ses combats à l'UFC, il y a ces techniques un peu, double high kick, gauche-droite, des retournées, etc., etc. Donc il essaye de les obtenir, mais quand tu arrives à l'UFC, c'est un gros niveau. On en a déjà beaucoup parlé. Les finishes, c'est compliqué à l'UFC, tout simplement. Mais passons à Gomis. Comment est-ce que tu le décrirais? Alors, Gomis, c'est un gaucher, donc ça c'est la première des choses. Donc, je vous ai dit pour Silva que c'était karaté stance, tu vois. Et je réfléchissais un petit peu à William Gomis, un petit peu sur sa manière de se tenir, tu vois, sur son positionnement. Il vient du Sanda, mais c'est pas sa façon de se tenir dans la cage. Voilà, donc on le décrira quand même plus comme un striker, même s'il a de très bonnes habilités dans les autres domaines. Et j'ai noté stance hybride, tu vois. Je trouve qu'il est, comment dire ça? Il a une garde avec un peu de poids sur la jambe arrière, comme un peu en boxe taille, tu vois. Mais en même temps, il est capable on le sent à l'aise pour pouvoir boxer et être capable de faire tu vois, le pendulum, tu vois, d'avancer arrière, reculer. C'est un gars qui aime bien boxer en arrière. Très très bon kicker aussi. Donc il est souvent en garde ouverte face à des droitiers, donc ça c'est quelque chose de très avantageux. Voilà, donc pour moi c'est un excellent striker, très très patient, il va chercher ses ouvertures, il a des combinaisons qui fonctionnent bien, il va bien mixer entre les low kicks et les high kicks. On se rappelle des high kicks qu'il a placés à son dernier adversaire. Gamori, ou tu parles du dernier adversaire non français? Oui, il envoie un low kick intérieur et après il remonte à la tête, ça touche bien à la fin du premier round. Certains pourront lui reprocher son manque de puissance, mais voilà, c'est un gars qui va toucher, sortir. Je pense que ça cogne. Je pense que c'est un gros featherweight. C'est en feather, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un featherweight. C'est un gros featherweight. Il est vraiment costaud pour la catégorie. Par contre, des fois, je trouve qu'il a des petits problèmes de distance quand il cherche à casser la distance, tu vois. Quand il va rentrer sur des blitz, il va avoir tendance à vouloir rentrer sur des adversaires qui n'ont pas tendance à désengager. Donc ça, pour moi, c'est un peu un défaut. On l'a vu plusieurs fois où on a un adversaire qui est toujours en train d'avancer et en une fois, il va avancer dessus et puis l'adversaire ne recule pas. C'est pas effectif, quoi. Contre Silva, c'est risqué de faire ça. Donc ça, c'est peut-être un réflexe à enlever. Ou en tout cas, à bien perfectionner pour ce combat. Voilà, gros mental. Il nous a prouvé que même dans des situations vraiment catastrophiques, il n'allait pas taper. Et on se rappelle de sa phrase. On va pas la répéter, voilà. À l'UFC Paris 1, ouais. Je pense que bonne capacité à absorber les adversaires. Je pense que tu l'as dit sur sa façon de se déplacer, mais il est vraiment capable il boxe bien en arrière. Il fait en sorte d'être mis sous pression, mais c'est pas vraiment lui qui est mis sous pression, c'est plus lui qui absorbe et qui gère le déplacement de son adversaire. Il avait fait une masterclass là-dessus. On en a souvent parlé contre Tobias Harila. J'allais dire Abirora, mais j'étais là, non, ça commence de la même manière, mais c'est pas lui. Contre le Suédois Tobias Harila, c'était ça. Et moi, je pense qu'il a jamais eu l'occasion, mais je pense qu'il est quand même très compétent quand il met la pression. Est-ce qu'il ferait partie de cette catégorie Rozenstruik, ultra frustrant à un moment? Rozenstruik, c'est le pire pour ça.
Ah, ouais, c'est bien ça, c'est Rosenstruck. Non, je Où pense le que mec, il fait que chercher à contrer, mais en fait, quand il accélère et qu'il met la pression, il est redoutable de ouf et il s'en rend presque pas compte alors que quasi tous ses finishes, c'est grâce à ça. Rosenstruck, c'est le mec le plus frustrant de l'UFC. Alors, peut-être pas à ce moment-là, mais je te jure, c'est. Non, je pense que c'est plutôt la tournure du combat. À un moment donné, quand tu as quelqu'un qui est toujours en train de te mettre la pression, c'est difficile et que tu es à l'aise pour le boxer en reculant, tu vois, Mhm. et que tu trouves tes ouvertures et que tu gagnes tes combats, bah tu le fais. Mais, Ouais. mais je pense que là, actuellement, il n'a pas eu réellement d'adversaire qui reculait face à lui, Mhm. étrangement, parce que ouais, je trouve ça vraiment étrange, mais je pense très compétent aussi quand il met la pression. Ouais, je pense qu'à l'ARES, son dernier combat avant l'UFC, c'était en short notice. Hein, là, il a travaillé en pression, il a travaillé avec sa lutte offensive, avec son ground and pound. C'est effectivement plutôt pas mal. Mais je pense que par confort, il se met d'abord sur le pied arrière ou c'est selon l'adversaire et à l'UFC, il y a eu que des adversaires où il était plus à l'aise sur son pied arrière. Je sais pas Je trop. pense que ça fait pas partie trop des stratégies, tu vois. Il y Mhm. a, il y a, il y a des gars qui sont assez compétents partout, peu importe. Donc, en gros, tu vois, tu as dans le striking, tu as enfin, comment dire ça, la première zone où t'es dans une sorte de cercle avec ton adversaire, avec un diamètre de 2 mètres, tu vois, où tout se passe là-dedans. Et ce cercle-là, il se déplace dans la cage. Et puis après, tu as le positionnement. Donc, une fois que tu as compris ça et que tu sais gérer dans ton cercle, eh ben, tu viens te placer dans la cage et tu déplaces le cercle pour être toujours au centre, tu vois, pour être toujours le plus proche du centre. Ouais. Et, et puis, bah, dans ce cercle-là, des fois, tu vas toujours chercher à te placer pour mettre sous pression et tout, tu vois. Donc, tu es mis sous pression, tu vas tout redésengager pour essayer de remettre de la pression, même s'il faut désengager 4-5 fois. Lui, comme je pense qu'il est compétent un peu partout, il reste dans ce cercle-là, tu vois. Ouais, Et ça le dérange pas de boxer même quasi dos à la cage, tu vois. c'est vrai. Ouais, c'est une bonne façon de décrire son approche. Mm, Il, mm, mm. il, il est pas, il paraît pas être là pour gérer la direction du combat debout, puisqu'il est à l'aise Mm. dans peu importe la direction. Ici, face à Silva, je pense que voilà, Silva sera là pour prendre le centre justement, et donc je pense que Gomis va travailler de l'extérieur. Ça me surprendrait Ouais. que Gomis soit là pour mettre de la pression. Et bah justement, faisons la transition vers la partie game plan. Du côté de Gomis, qu'est-ce que tu recommanderais? Pour moi, Gomis, il doit faire du in and out, tu vois. Je pense qu'il doit toucher, sortir, travailler avec ses kicks. Donc, moi, ce que j'ai repéré chez Jean Silva, c'est qu'il a vraiment tendance sur les kicks à aller bloquer haut et voilà, et reculer, et laisser tout son torse ouvert, tu vois. Mhm. Habituellement, quand tu vas sur un bloc, tu vas couvrir un petit peu en baissant, tu vois, pour essayer de couvrir Ouais. quand même un minimum le middle, et avec un bras qui est là pour ramasser par au-dessus, par en dessous. Et lui, il a tendance à reculer et mettre sa garde. Donc pour moi, il y a vraiment son corps qui est ultra disponible. Donc je pense Mhm. qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Ouais. J'avais noté ce qu'on avait conseillé à Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola. Ouvrir avec des high kicks pour provoquer cette réaction. Et puis, pac, le middle qui vient Mm, embaucher mm. vers le foie, ça peut clairement passer. Ça fait clairement partie de la stratégie technique, hein, des Ça, je le techniques vois à bien, adopter. ouais. Je vois bien les stop kicks. Il utilise très bien les stop kicks, William. Donc des stop kicks sur un gars qui est en karaté stance, ça peut être pas Mhm. mal. Ouais, Avoir un petit peu l'angle du genou, hein, parce que si tu veux, comme on va dire que sur un gars qui est assez haut, bah, le stop kick, il est beaucoup plus faisable ici, mais quand tu as une garde qui est ton avant-bras qui est un peu plus bas comme ça, tu vois, ça peut ripper. Mais ouais. par contre, sur cela, tu as un intérêt à venir un peu dans l'intérieur, tu vois. Mhm. Donc, comme il est en garde ouverte, il faudrait pas qu'il vienne droit sur la cuisse, mais il aurait plutôt un intérêt à être à 45 degrés un peu sur l'intérieur du genou, tu vois. Ouais, Ça et peut. bien garder son équilibre, histoire que si ça rate, il recompose, il tombe pas vers l'avant Ouais, ouais, déséquilibré, parce que ouais, ouais. sinon il y a un check qui arrive, et ça c'est le Mais début de la fin. ça serait plutôt de mettre comment je pourrais dire ça? Pas en danger, tu vois, mais de l'inquiétude en fait. Mhm. Tu te dis, oh purée, si je rentre à ce moment-là et qu'il kick, j'ai plus de genoux, tu vois. Ouais. Plutôt qu'un travail de sape à frapper sur la cuisse, ça risque d'être plutôt plus dangereux parce qu'on pourrait avoir un Jean Silva qui se dit, ah, ça vient pile poil dans l'axe de ma cuisse, je peux rentrer avec une grosse droite dans son corps, je peux rentrer le Mhm. déséquilibrer ou attraper cette jambe. Parce qu'on l'a vu aussi, je crois que c'est contre Gemuri aussi, William Gomis se faire saisir la jambe sur des low kicks extérieurs, tu vois. Ouais.
Voilà, voilà. Donc pour moi, il doit rentrer, sortir, gérer cette pression, et aspirer peut-être, essayer de reprendre le centre de temps en temps, essayer de remettre de la pression, bosser surtout sur la gauche de son adversaire, donc sortir sur sa droite, tu vois, avec les jabs. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Mhm. Et ouais, voilà quoi. Et totalement dans les cordes de quelqu'un qui s'entraîne au factory. Exactement. Déjà, ouais. Mm, 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 mm. Ouais, écoute, ça rejoint un Et peu. je pense que c'est un combat où il doit prendre ses rounds. Je pense qu'il doit partir sur une victoire à la décision. Clairement. C'est pour ça. Et je pense qu'il est capable de le faire. Mhm. Je pense qu'il n'y a pas assez de pression sur les épaules. C'est bon, les réseaux sociaux, les trucs, les machins, pour l'instant, je pense qu'il a mis ça de côté. Voilà. Il doit, s'il gagne à la décision, il est à 4-0 à l'UFC. Les gens qui Mais vont le ouais, critiquer, les gens qui vont aller le critiquer, les gens qui vont aller critiquer un William Gomis à 4-0 à l'UFC, par défaut, ils ont tort. C'est factuel. Il y a même pas Oh, d'argument possible de ci, ouais, de ça. qui gagnent ou qui perdent, ils auront tort dans tous les cas. Tu Oui, vois, oui, genre. oui. Bah, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit avoir une vision long terme, Ouais. s'installer, 4-0 à l'UFC, continuer à monter, monter, monter. De toute façon, c'est les gens, la veste, elle est vite retournée, tu vois. Il gagne ce combat à la décision, il monte encore dans le classement, il prend 1 ou 2 victoires par KO après, peut-être, tu vois, ou... Enfin, voilà, Même pas ou même, besoin. Il nous fait une mérable. Il nous fait une mérable. Il fait 10 victoires d'affilée, que des décisions. Il a son title shot. voilà. Tu crois que les gens vont encore le critiquer? Non. Il y a Bien des sûr. Français qui critiquent Gomis parce qu'il a que des décisions, mais après ils vont supporter Dvalishvili contre Sean O'Malley. Ouais, donc, Cohérence, tu vois. non. Donc pour moi, ça doit vraiment être son chemin de victoire, mais on pourrait très bien avoir un KO au foie ou un truc dans le Bien genre, sûr. une pointe de corps, tu vois. Mais je pense justement que c'est ça, tu Une vois. pointe de pied plutôt qu'un middle, parce que un middle avec, je trouve que de temps en temps, il y a des petits défauts, mais ça c'est normal hein, chez les kickers, des petits défauts de distance comme ça, tu vois. Ouais. Alors que tu vas Un chercher middle qui vient de trop près, t'as ouais, les comptes de Silva qui sont là, alors qu'effectivement, si ton angle c'est plus un type, tu droit vois, que. Ouais, c'est avec ça. Un type, ouais. le pied dans le ventre là, au niveau du Mhm. foie, sous les côtes là, ça pourrait être pas mal. Ça, Ouais, c'est une c'était distance beaucoup plus longue. Sabota contre Kyle No qui en a mis un beau, je pense. Comme ça. Qui Ça ça? remonte à il y a longtemps. Peter Sabota, l'Allemand, contre Kyle Nook. Ouais, ça remonte à il y a longtemps. Il me reste en tête celui-là parce que j'ai vraiment l'impression que c'était ça. C'est en garde ouverte, un moitié middle, moitié type. Bah, Très, on, très on, impressionnant. on Ouais. va pas revenir sur le débat et sur la polémique qu'il y a eu sur l'arrêt, son dernier arrêt, mais c'est un peu ce kick-là, tu vois. Le kick qu'il a placé à Yanis, À c'était l'UFC, tu veux vraiment dire, pas à à l'UFC. l'ARES. J'ai dit l'ARES? Oh, t'en prends. Pas À, loin. C'est non, peut-être j'ai dit l'UFC qui Yanis, rachète à l'ARES. Yanis. J'ai Ah, dit à Yanis. Yanis. Ok. À Yanis. Donc le kick qu'il prend, moi personnellement, je pense que il y a la coquille qui a été prise et ça a tapé dedans, mais c'est un kick, c'est un type dans le ventre, tu vois. Ouais. Donc ça serait ce type de kick, Ce type un peu de plus haut. type. Ce type Ce de type type. de type, mais un petit peu plus haut, tu vois, pour aller Un chercher le type, foie un et petit peu plus pas haut. Oh là et là. pas et pas la zone, voilà, où il y a eu Ouais, bien sûr, bien sûr. litige. Ouais, Voilà. juste un peu plus haut. Ouais, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Moi, donc, tu sais, pour un peu revenir sur ce que j'avais dit au début, c'est à la fois un Mhm. bourbier et à la fois à sa portée. Il doit faire le combat parfait. Je pense que c'est le genre de combat où il peut pas faire une erreur, parce qu'une erreur peut très vite coûter tout simplement la victoire. Et il doit trouver ce juste milieu entre piquer, sortir pour prendre ses points, sans se mettre à risque. Parce que ce qui va se passer dans ce combat, c'est clairement, ça va être volume contre intensité. Je crois que Ouais. Silva, quand il va le taper, il va prendre beaucoup plus de points que quand Gomis va trouver ses frappes. Mhm, Donc, mhm. si on se retrouve à la fin du round avec 15 frappes à 12 à l'avantage de Gomis, je pense que c'est Silva qui va prendre le round avec ses 12 frappes parce Ouais. elles seront plus percutantes. Donc, Gomis va vraiment prendre un écart relativement élevé en termes de volume pour s'assurer de prendre les rounds. Et comme je te rejoins, pour moi, il doit viser la décision premièrement.
Il doit clairement avoir ce système toucher sans être touché et vraiment créer un différentiel de striking, comme on dit, assez grand pour ne pas faire hésiter les juges sur OK, il a plus de volume, mais l'autre a plus d'intensité. Impact immédiat, ça vaut plus que l'impact cumulé. Je me positionne du côté impact immédiat. Il faut vraiment qu'il laisse pas cette possibilité d'hésiter. Tu vois. Et c'est pour ça que je me positionne sur le 55-45 Silva, parce que je pense que Silva, avec une bonne approche stratégique, il va pouvoir vraiment ne pas laisser Gomis prendre un gros écart de volume. Et justement, du côté de Silva, moi, ce que j'avais noté, c'est j'ai pas noté pression. Je pense pas qu'ils doivent mettre de la pression. Je pense qu'il doit cadrer. Ah oui. Tu vois, on a fait la distinction la fois passée. S'il met la pression, il risque de se faire absorber par les déplacements de Gomis. S'il cherche à être économe sur ses déplacements pour le cadrer et forcer William Gomis justement à se déplacer beaucoup plus, bah, ça va fatiguer Gomis et la qualité de ses déplacements vont se détériorer au fil du combat, ce qui va laisser des portes ouvertes plus tard dans le combat pour Silva. Et je pense que Silva, de son côté, lui, il peut laisser passer le premier round et chercher à prendre le 2-3 en essayant de faire peur à Gomis sur le premier, en disant OK, si tu te fais connecter par un de mes crochets ou tu te fais connecter par mon bras arrière en ligne, ça va faire très mal. Et tu sais, forcer un peu Gomis à exagérer le fait de désengager, de se déplacer pour le fatiguer et pour un moment faire en sorte que ça ralentisse. Et donc j'avais noté, voilà, il doit accélérer sur les moments opportuns. Il peut pas se laisser frustrer, il peut pas surengager lui-même. Et à partir du moment où il sent un peu de fatigue chez Gomis, forcer l'action. Je pense que Silva ne doit pas avoir peur d'être à l'échange contre Gomis. Écoute, moi j'avais marqué. Alors sur l'aspect technique, je pense qu'il peut chercher les comptes sur les low kicks, s'il y a des low kicks inter. Moi j'avais parlé de pression, pression et cadrage. Ouais. Je pense que si on revient un petit peu sur les alors il n'a pas perdu depuis 8 ans, hein, mais sur les combats qui ont été justes, je trouve que le combat contre Marshall, il y a pas mal d'informations à prendre pour Jean Silva, et notamment Marshall a mis beaucoup de pression. Avec un cadrage. Mais c'est ça. En fait, la différence. Ouais. Mais c'est pour ça que je mettrais plus l'accent sur le cadrage que sur la pression, parce que Tobia Harila, il a fait que de la pression, il a pas fait de cadrage. Il a suivi, tu vois. Il a mis sur son carrière. Ils ont fait. Pour moi, le souvenir que j'ai, c'est ils ont fait 20 fois le tour par minute, tu vois, de la cage. Ouais, c'est ça. Mais donc, il manquait clairement le cadrage. Donc, je préfère cadrage Ouais, le cadrage. Je pense qu'il y a des choses à faire, des habitudes qu'a William Gomis et qui peuvent être exploitées par Silva, notamment passer sous le check hook. Il l'avait fait d'ailleurs, je pense, Silva, pour obtenir un takedown. Mais il y a possibilité, donc tu vois, genre tu vas lancer ton jab, passer en dessous, parce que ça fait partie des habitudes, hein, en garde ouverte, les gauchers, les check hooks qui rentrent. Il y a possibilité de passer en dessous, il y a possibilité de saisir les jambes. S'il y a des erreurs de distance qui sont déjà arrivées avec William, il va falloir connecter. Et alors, face à ce genre de profil qui va rentrer et sortir, difficile à capter, hein, parce que c'est souvent ça, hein, les combattants, ils ont vraiment dur à comprendre. Je me posais la question s'il n'aurait pas un avantage, Silva, à lutter à la cage, à mettre à la cage, à bloquer à la cage. Alors, on l'a dit, Silva, c'est pas du tout, c'est pas un grappleur en soi, tu vois, mais tu peux aller pousser à la cage, bloquer à la cage pour pouvoir reboxer derrière, pour pouvoir cadrer, tu vois. Ouais. Et si on regarde William Gomis, quand il est à la cage, il est dos à la cage, il bosse bien, mais il se positionne et puis il regarde beaucoup autour, il prend les indications, il est là, genre, il est pas du tout proactif défensivement, et il a déjà été mis au sol, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a possibilité de trouver des chemins, voilà, tu le mets à la cage, tu le bloques, tu vas chercher un poignet, tu le reboxes en sortie de clinch, ou tout ce qui va être coup de coude retourné, tu vois, quand il est comme ça, tête vers le haut, tu descends ton bras, tu fais ton petit step en dehors, les retourner, là, ce qu'ont fait les frères Yunusov, tu vois. Ouais. Ce genre de truc, ça, pour moi, c'est vraiment le genre de profil. En tout cas, Gomis, s'il nous écoute, il doit vraiment se méfier à la cage, parce que dans les sorties de clinch, il y aura du danger. Il y aura un gros danger face à un gros puncher.
Ouais. Donc, Ouais, et en plus, c'est vrai on l'a pas dit pendant la description de Jean Silva, mais il a un peu ces techniques un peu folkloriques, tu vois. Il va faire des genoux sautés, il va faire des kicks sautés, voilà, de temps en temps, il va exploser sur des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire et qui sont efficaces, hein. Il a une victoire par genou sauté. Il faut faire gaffe à son palmarès, tu vois. Il a quelques victoires comme ça sur des techniques un peu ouais, autres, ouais. voilà. Et donc, je pense que, voilà, sur le chemin pour la victoire de William Gomis, de pouvoir boxer, rentrer, sortir, etc., pourrait être nullifié, en tout cas, du côté de Jean Silva, notamment par ça. Cadrer, mettre de la pression, passer sous des habitudes qu'a William Gomis, le pousser à la cage, aller faire ce qu'on appelle du dirty boxing, tu vois. Euh, le grappler, enfin, ou en boxe on appelle ça aussi du grappling, tu vois, tout simplement, tu vas Ouais. contrer, le faire sortir, le connecter, partir sur des retournées et tout. Je pense qu'il y a des chemins possibles, tu vois. Je pense, ouais, effectivement, je pense que dans un combat mesuré, il y a un avantage Gomis et dans un combat un peu plus bagarre, il y a un avantage Silva. Ouais, mais Voilà. bagarre, là, à la cage, bloqué à la cage, lutter à la cage pour boxer, ce serait pas tant de la bagarre, hein. Non, mais enfin, dirty, ouais. Mais dirty boxing, Ouais. c'est pas, Ouais, c'est pas bagarre, ouais, effectivement, mais c'est le problème, c'est que dirty boxing, c'est dirty vis-à-vis du style académique de la boxe, tu vois. c'est ça, Mais ça reste dirty, technique, ça reste c'est technique. extrêmement technique, hein. Bien sûr, ouais. Ça peut être très propre, très technique et tout, tu vois. Mhm. C'est pas, faut pas se. Enfin voilà, donc clairement, par contre, tu vois, moi j'aurais un Jean Silva avec une stratégie un peu comme ça. La coach, je la verrais beaucoup plus pour lui, tu vois. Mhm. Mais je m'attends Ouais, pas trop à voir ce genre de truc, tu vois. ouais, il m'a pas l'air du profil qui s'adapte à son adversaire. Il m'a l'air de vouloir juste imposer son style, mais par contre, je trouve que son style par défaut peut poser problème Oui, à Gomis, et avec quelques ajustements, ça peut vraiment poser problème. Donc c'est pour ça que, oui. ouais, c'est pour ça que j'aimais bien partir du 50-50 et de pencher d'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'on a tous les deux émis nos arguments sur. Enfin, tu vois, quand je t'entendais parler, je sais, ah ouais, logique de mettre Gomis favori. Et puis au final, je Ouais. pense qu'il y a aussi des arguments qui disent, ok, logique de mettre Jean Silva léger favori. Je pense que il y a un argument pour donner tout ce qu'il y a entre 60-40 d'un côté ou de l'autre. Ouais, donc vous ne nous en voudrez pas de partir sur un 50-50. C'est pas qu'on veut pas se mouiller, c'est qu'on. Enfin voilà, il y a vraiment des chemins pour les victoires des deux côtés. Et, euh, Ouais. et c'est ce qui. Enfin voilà, moi je vais me lever aussi pour ce combat-là. Je pense que si on était sur un, je sais pas, un 80-20, vous imaginez bien qu'on serait moins intéressé Bien sûr. Ouais. d'un côté ou de l'autre. Là on va avoir un combat, une victoire d'un côté ou de l'autre qui sera méritée, quoi. Mhm. Ouais, j'ai très hâte, j'ai très hâte. Bon, bah, il est temps de se mouiller un tout petit peu quand même. Pronostat. Tu sais quoi, je vais me lancer en premier. Ouais. Moi, du coup, ça me fait mal au cœur, mais je vais me positionner du côté de mon pronostat. Je vais voir un Silva à la décision parce qu'il aurait été plus percutant et impactant sur les moments où lui touche. Il se fera toucher aussi par Gomis. Je pense vraiment que Gomis va plus le toucher. À la fin du combat, on aura les statistiques qui seront en termes de nombre à l'avantage de Gomis, mais je pense que Silva aura les plus gros moments et ça lui permettra de prendre la décision. On en a assez parlé, hein, il y a clairement des victoires pour Gomis et j'y crois dur comme fer. Mais voilà, quand on doit émettre un pronostic, c'est noir ou blanc, c'est manichéiste, ce que je n'aime pas trop. Donc voilà, je me positionne du côté de Jean Silva sur mon prono. Par contre, la préférence est de loin, c'est Gomis par finish, parce que j'aimerais qu'il soit à 4-0 avec un finish, comme ça on arrête de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un d'aussi méritant que William Gomis. Ouais, donc nous on n'a pas les cotes, hein, mais on est sur un 60. Ah tiens, ouais, j'avoue, les cotes. À l'international, on est sur un 60-40, 65-35 Jean Silver, hein. À ce point-là? Ouais. Attends. Un 57-2-20, c'est ça, hein? Attends, moi j'ai moins 140 plus 120, donc c'est plus un 55-45. T'es sur quoi, toi? Moi je suis sur Fight Odds qui récupère tous les sites. Et donc en moyenne, Jean Silva moins 140, moins 150. Ah, il y a moins 170 quelque part, moins 133. Moi j'ai un 7 de 2.2. Ouais, bah 55-40, entre 55-45 et 60-40 plutôt, quoi. 60, ouais. T'as Okay. 1,7 toi, c'est ça? Là j'ai 1,57 de 25 là. 1,57 carrément. Ouais, bah les deux que tu m'as 55. donné, c'est entre 55 et 60 à l'avantage de Silva. Moi, mon pronostat, je sais plus ce que c'est. Mon prono, je vais mettre Gomis à la décision.
Ça n'existe pas, mais je verrais bien quand même une décision partagée, tu vois. À Tu nouveau. sais que sur certains sites, tu sais pronostiquer sur une partagée. Hein. J'espère que. Et les cotes, elles sont méga intéressantes du coup, Bah, parce tu que m'étonnes, ça hein. veut dire que tu pronostiques sur le fait que des juges soient pas d'accord, quoi. Ouais, bah écoute, dans un combat comme ça où tu pourrais avoir du volume contre l'intensité. Bah, typiquement, clairement, Mm, mm, clairement. mm. Je vois Gomis l'emporter à la décision. Je le vois clairement l'emporter à la décision. Je pense qu'il est capable de prendre le round 2 et 3. Je pense qu'il doit absolument se méfier et laisser un petit peu Silva se cramer, tu vois, au premier round, tu vois. Ouais, mais Et, justement, tu vois, Silva, dans son truc au Dana White Contender Series, je le trouvais encore très intense dans le dernier round. Pourtant, ça a été actif, quoi. mm. C'est ça qui me fait peur avec Silva, c'est que j'ai pas l'impression. Enfin, dans un combat où on lui a mis l'intensité, il n'a pas spécialement ralenti et je pense pas que ce soit dans le. Allez, je pense pas que ce soit intéressant du côté de Gomis de forcer l'activité au premier round pour le fatiguer, tu vois. Donc, Ouais, c'est ouais. vrai. Mais après, tu vois, c'était pas le même type Ouais, pas du tout, pas d'adversité du en tout, face, tu vois. pas du tout. C'est vrai que Son si tu le adversaire, là, frustres, c'était si tu le Valéjo, fatigues par. Ouais. c'est aussi petit que lui, je pense, tu vois. Donc, Ouais. Et c'est vrai que si tu le fatigues par la frustration, ça peut être intéressant. ouais, il va y avoir. C'est dans la grande cage, hein. Ouais. Et il va devoir marcher un peu, tu vois. Il va peut-être devoir, il va peut-être devoir faire un sacré footing, plusieurs tours de cage, tu vois, donc il sera peut-être fatigué. Voilà, moi ça va être mon pronostic. Ce que je préférais, bien évidemment, c'est un Gomis qui l'emporte par KO TKO dans le troisième. Ça serait vraiment chouette. Mhm. Mais après voilà, moi une décision enfin une victoire de Gomis me plaît, peu importe comment elle intervient. Voilà, je sais que bah, c'est toujours pareil, hein. Il y a certains combattants qu'on suit, on regarde un peu la maturité, on les voit progresser. C'est tout aussi intéressant que d'avoir des gars comme on a parlé qui sont propulsés directement sur des gros combats, tu vois. Ouais. Donc, voilà, il faut être patient et donc une victoire, ça me plairait beaucoup. Et je prendrai mon mal en patience parce que je pense il a encore du chemin et de la progression à faire. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il a pas encore atteint son potentiel. Ouais, ouais, ouais. Et il est en phase 2 puisqu'il progresse bien. Ok, Brian, un tout grand merci pour la prépa, pour l'échange comme d'habitude. Tout le monde, merci d'avoir suivi jusque maintenant. Comme d'habitude, j'ai oublié de demander à like, à poster un petit commentaire et à s'abonner pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore le cas. Belle journée à tous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.